travaux de réhabilitation-reconstruction de 12 centres de santé dans la commune de Banté, puis prestation de surveillance et de contrôle des dits travaux. Prévu au programme d'action du gouvernement, il concerne les centres de santé des localités de Bobé, Atokolibé, Gouka, Lugba, Pira, Koko, Banon, Djabalo, Galata, Okuta-Ose, Agua et Akbassi. Ils ont pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil et la fonctionnalité des centres, la qualité des soins offerts aux populations et de créer un cadre de travail plus convenable pour le personnel. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement de la procédure de sélection des prestataires et à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits. En point 4, réhabilitation de 4 centres hospitaliers et universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux de 65 lits. Il s'agit en l'occurrence du Centre national hospitalier et universitaire de pneumophysiologie de Cotonou, du Centre hospitalier et universitaire de zone d'Abomey-Calavi, du Centre hospitalier et universitaire départemental de Lomé, du Centre de pneumophysiologie d'Akron, des hôpitaux de zone de Sakété, Pobé, Kétou, Ouida et de ceux de Cotonou 1 et Cotonou 4. Sont également pris en compte le Centre hospitalier départemental du Zou, celui du Mono, les hôpitaux de zone de Komé, Aplawe, Koulekame, Kove, Djidja, Lokossa, Savalou et Dassazoumé. Il s'agit aussi des centres hospitaliers et universitaires départementaux du Borgou, de l'Atakora, de la Donga, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, les hôpitaux de zone de Natitengu, Kouandé, Basila, Djougou, Malanville, Kandi et Banikwara. Une fois achevés, ils induiront une amélioration des capacités d'accueil, de la qualité des soins offerts aux populations, un développement des pôles de compétences et spécialités, une facilitation de la référence et la contre-référence, de même qu'un cadre de travail plus convenable pour le personnel de santé, toutes choses qui favoriseront une fonctionnalité optimale de ces établissements hospitaliers. Dans cette perspective, les études techniques d'impact environnemental et social, de conceptions architecturales, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux doivent être réalisés avec le plus grand professionnalisme. En point 5, contractualisation pour la réalisation des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé. Au terme d'un inventaire réalisé, 725 centres de santé répartis dans les 12 départements sont retenus comme centres prioritaires pour faire l'objet de réhabilitation ou de reconstruction. Au nombre de ces centres, 37 sont déjà en chantier. En vue d'améliorer les conditions de travail du personnel et de favoriser une bonne prise en charge des patients, le gouvernement a prévu la réhabilitation des 688 restants répartis à raison de 67 dans l'Alibori, 68 dans l'Atakora, 42 dans l'Atlantique, 117 dans le Borgou, 60 dans les collines, 56 dans le Koufo, 19 dans la Donga, 15 dans le littoral, 64 dans le Mono, 68 dans le Mé, 59 dans le plateau et 53 dans le Zou. À cet effet, le Conseil a autorisé la réalisation de ces études en prélude aux travaux physiques. Ce que je peux dire de la séance de travail que nous avons eue durant toute cette journée, nous avons donc une visite du directeur général des douanes du Nigeria avec sa délégation au Bénin. Et donc c'est une visite d'amitié, de fraternité, c'est une visite qui a vocation, et disons, à relancer, à créer un nouveau départ dans la coopération entre les deux administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collaboration pour que nous puissions davantage fluidifier les échanges. Vous savez que le Bénin et le Nigeria sont des pays frères
nous avons des liens historiques, nous avons des liens culturels et nous avons de solides relations commerciales et qui ont besoin d'être renforcées aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de réforme au niveau des deux pays, au niveau des administrations douanières. Les administrations veulent se moderniser. Les administrations s'appuient aujourd'hui sur des innovations technologiques. Les administrations ont adopté le digital. Les administrations améliorent leurs procédures. Et donc, tous ces efforts-là sont faits par les gouvernements pour que le potentiel que nous avons en matière de mobilisation de recettes, le potentiel que nous avons en matière de renforcement de la sécurité au niveau de nos différentes frontières, qu'on puisse profiter de ce potentiel-là et avec les réformes qui sont en cours. Et les atouts que nous avons pour pouvoir le faire, c'est évidemment l'engagement politique qui est plus que jamais manifeste. Et les plus hautes autorités de nos deux États sont engagées à ce que les relations s'améliorent et que nous puissions lever toutes les barrières pour pouvoir davantage faire la différence au niveau du commerce transfrontalier et que nos administrations soient plus performantes et que nous puissions aider les deux peuples à pouvoir échanger plus efficacement et à améliorer, vraiment renforcer la prospérité qui sera partagée entre les deux États. Donc cette visite nous a donc permis de faire l'état des lieux de la relation en passant en revue les réformes au niveau des différentes administrations et donc d'identifier les points d'amélioration de la relation. Les suggestions qui ont été faites par les parties prenantes ont été considérées et tout ça nous ont permis donc, disons, de définir un ensemble de points sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour pouvoir améliorer et faire la différence pour les années à venir. Donc globalement, c'est ce que nous avons fait au cours de cette visite. Il est question pour moi de partir sous peu, de faire une visite sous peu au Nigeria pour que tous ces points-là, nous puissions les analyser davantage, les approfondir pour pouvoir en sortir des mesures concrètes qui vont faire la différence sur le terrain. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le chef de l'État a voulu qu'on puisse descendre et rencontrer les différents acteurs que vous êtes pour que la cohésion sociale soit réalité. Vous serez également le témoin de tout ce processus-là. Tout le travail qui est abattu au niveau sommet, au niveau département, au niveau des communes, au niveau des arrondissements et des villages, c'est pour qu'il y ait changement dans votre mode de vie. Privilégier d'abord le règlement à l'amiable avant toute action. Donc c'est en vue de l'observance de ce règlement à l'amiable qui est privilégié que des fois des commissaires vont vous dire allez vous entendre d'abord. Et je voudrais qu'on puisse échanger de façon terre à terre pour que chacun puisse comprendre et qu'il note vraiment toutes les difficultés que vous avez sur le terrain pour qu'ensemble on trouve des solutions afin qu'on puisse réussir ces réformes-là, afin qu'on puisse atteindre l'objectif qui n'est rien d'autre que la paix entre les différents acteurs que vous êtes, les éleveurs, les agriculteurs sur le terrain. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'est un peu après 22 heures à Niamey, la capitale du Niger, que le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de quelques de ses collègues, ont annoncé la destitution du président élu Mohamed Bazoum. Ils disent avoir pris le pouvoir suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer.
De plus, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont instauré un couvre-feu entre 22h et 5h et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelques Nigériens étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président qui, depuis mercredi, n'a pas encore été vu en public. Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey. Des pourparlers entre le président Bazoum et la garde présidentielle pour tenter de trouver une solution semblent n'avoir pas abouti. La CEDEAO et l'Union africaine ont condamné ce coup de force. Des manifestants favorables au président nigérien Mohamed Bazoum ont été dispersés mercredi à coups de tir de sommation par la garde présidentielle à l'origine d'une tentative de coup d'État toujours en cours au Niger. Selon des journalistes de l'AFP, au moins un manifestant aurait été blessé. La cause exacte de son décès reste inconnue. À l'issue d'une rencontre avec son homologue béninois à Abuja, le président du Nigeria, Bola Tinubu, actuellement à la tête du bloc régional de la CEDEAO, a annoncé le départ pour le Niger du chef d'État béninois, Patrice Talon, en tant que médiateur. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Donc, tel que le président a engagé, les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Depuis mercredi matin, le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu par des membres de la garde présidentielle après l'échec de pourparlers. C'est muni d'une Bible rouge que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, suspendu en juin, s'est présenté mardi devant la Haute Cour fédérale de Lagos. Godwin Emefiele comparaissait pour possession illégale d'une arme à feu et de balles réelles. Il a été libéré sous caution. La procédure judiciaire s'est déroulée comme il se doit. La libération sous caution a fait l'objet d'une vive opposition, mais elle a été accordée. En outre, le tribunal a déclaré que si nous n'étions pas en mesure d'accorder la libération sous caution, il devrait être gardé au centre correctionnel. L'impasse actuelle est que la sécurité d'État insiste pour bafouer l'ordre du tribunal en le plaçant en détention. Outre la détention illégale d'armes à feu, Godwin Emefiele fait aussi l'objet des accusations de financement du terrorisme et de délits économiques. Son procès doit débuter en novembre. « 24 personnes sont mortes et 52 autres ont été blessées dans l'accident d'un autocar survenu mercredi matin dans le nord du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur était sur le lieu du drame dans la région de Louga. Les équipes de secours lient les causes de l'accident à un dérapage suivi du renversement du véhicule. Je m'arrêterai un instant pour déplorer le fait qu'on note encore un surnombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun. Sur la carte grise du véhicule impliqué dans l'accident, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Or, après décompte des victimes, on a découvert qu'il y avait bien 76 personnes. Le nombre d'accidents était en baisse au Sénégal depuis janvier après une vingtaine de mesures prises par le gouvernement à la suite de drames de la route. Mais nombre de ces mesures avaient été décriées comme étant inapplicables par les professionnels du transport. Depuis ce conseil interministériel de janvier 2023, on avait enregistré une baisse drastique sur rapport des autorités administratives des accidents. Mais avec celui de ce matin, il y a lieu de se dire que le travail, certes, il est en train d'être fait, mais il devra se poursuivre avec beaucoup plus de fermeté sur certaines mesures.
Le 8 janvier, une collision entre deux bus avait causé la mort d'environ 40 personnes dans le centre du pays. Ce drame imputé à l'éclatement d'un pneu avait suscité un flot de critiques contre les autorités. Alors que le Sahel est en proie à la crise, mardi, le responsable du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a appelé à un soutien concret, réaliste et à long terme de la part de la région et au-delà pour parvenir à une paix durable. Les 6,3 millions de personnes déplacées à travers le Sahel constituent une autre conséquence humanitaire gravement préoccupante. Un nombre croissant de ces populations, contraintes au mouvement, trouvent refuge dans les pays côtiers, y compris la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je lance un appel à toutes les parties prenantes pour la mise en commun de nos efforts en vue de préserver la dignité des personnes réfugiées et la sécurité des pays d'accueil ou de transit. Environ 30 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans la région. Les coups d'État dans la zone inquiètent aussi. La région est préoccupée par la résurgence des militaires dans l'espace politique. Le fait que 3 des 15 pays de la région soient sous régime militaire est révélateur de l'inversion des acquis démocratiques. Pour la CEDEAO, cette situation est inacceptable et tous les pays doivent revenir à l'ordre constitutionnel dans les délais impartis. Votre soutien à la transition vers l'ordre constitutionnel dans les 3 pays n'est pas seulement crucial, il est aussi dans notre intérêt collectif. L'Afrique de l'Ouest peine à conjurer ce mauvais sort, alors que mercredi, le président nigérian faisait face à un mouvement d'humeur de sa garde. À quelques mètres des parasols des vacanciers sur une plage de Canet-en-Roussillon dans le sud de la France, des migrants tentent de se réconcilier avec la mer. Beaucoup d'entre eux partagent un historique commun, ils ont vécu une traversée difficile. Pour vaincre le traumatisme, l'association Welcome 66 leur donne des cours de natation. Le mois dernier, je ne savais pas très bien nager. Je suis venu ici plusieurs fois et j'ai appris. Il y a 3 semaines, on m'a enseigné beaucoup de techniques, comment me mouvoir dans l'eau, comment nager. Et maintenant, je peux dire que je suis un très bon nageur. Avant de défier les vagues, Abdirahman et les autres suivent attentivement les instructions de Delphine, ancienne maître nageuse. Pour Corinne Grillet, à l'origine de l'initiative, voir l'angoisse qui hantait les migrants s'atténuer au fil des séances est une victoire. C'est super positif. Le fait que Delph, qui était ancienne prof de natation, vienne nous apporter sa contribution, c'est phénoménal parce qu'on voit l'évolution en quelques séances et ils sont passés d'une phobie à l'éclate dans l'eau. Donc c'est vraiment chouette de voir la différence de comportement qu'ils ont au fil du temps. Ouais. Regarde les jambes. Pour l'ancienne compétitrice de nage synchronisée, donner des cours aux jeunes migrants, c'est leur donner un bout de liberté, explique-t-elle. C'est toujours des leçons de courage et de volonté et de détermination. Moi, je suis toujours assez impressionnée par ça parce que c'est pas facile d'être un adulte et d'apprendre à nager en partant vraiment de zéro. Ça demande beaucoup. Voilà. Et ces séances, non, mais c'est vraiment le bonheur parce qu'on partage, parce qu'on rit, parce qu'on transcende plein de choses, mais on le fait dans la joie et dans le partage. Et ça, c'est vraiment génial. Selon Jackie Robtin, spécialiste de l'accompagnement des migrants, des milliers de personnes meurent en mer chaque année, causant des dommages psychologiques pour les survivants. Au Brésil, des montagnes de déchets ont été remplacées par une immense zone verte couverte de mangroves. C'est le projet de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro et une entreprise privée. Le binôme a récupéré 60 hectares de la décharge située dans le quartier de Jardim Gramacho, dans le but de dépolluer les eaux de la baie Guanabara à Rio. Aujourd'hui, la mangrove s'est complètement reconstituée. La faune et la flore sont revenues. Nous avons changé la donne. Avant, nous polluions la baie et les rivières. Maintenant, c'est l'inverse et nous devons l'accepter car notre but est de rétablir cet écosystème.
Grâce à sa capacité impressionnante d'absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la formation forestière la mieux adaptée à la restauration d'un écosystème marin et côtier en fin de vie. Une étude estime qu'un hectare de mangrove peut stocker entre 2 à 4 fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation. De plus en plus, notre travail se reflète dans la qualité de l'environnement. Nous avons enregistré des espèces endémiques qui avaient disparu et qui reviennent. C'est très satisfaisant pour la récupération environnementale de notre forêt de mangrove autour de la décharge de Gramacho, qui a été très endommagée pendant de nombreuses années par les déchets qui s'y trouvaient. Outre le rétablissement de la flore, la faune se refait également une santé avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais la zone. Il s'agit d'une étape modeste compte tenu de la taille de la baie, mais significative dans sa dépollution. Alors que les leaders africains rencontrent le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour la 2e édition du sommet Russie-Afrique le 27 juillet, les pressions croissantes exercées par les diplomates américains et européens pour qu'ils s'opposent à la guerre en Ukraine suscitent l'inquiétude. Une guerre qui a été déclenchée, selon les experts, par la volonté d'expansion de l'OTAN à l'Est. L'organisation refute fermement cette idée. L'OTAN ne fournit pas d'armes directement à l'Ukraine. L'Alliance Atlantique ne forme pas les soldats ukrainiens. Nous laissons cette tâche aux pays souverains. C'est une décision souveraine qu'ils doivent prendre et nous voulons nous assurer que nos amis africains comprennent ce qui est en jeu en Ukraine, qu'ils comprennent ce que l'OTAN fait et ne fait pas. Je tiens vraiment à réitérer que l'OTAN apporte un soutien non létal à l'Ukraine. Seulement 17 chefs d'État seront aux abonnés présents au sommet jeudi. Le Kremlin dénote une grossière pression occidentale visant à décourager les nations africaines d'y participer. L'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julianne Smith, considère cette absence notoire des leaders africains comme un message limpide de soutien. Certains dirigeants africains se sentent désormais obligés de ne pas se rendre sur place pour manifester leur inquiétude face à l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine. La Russie a récemment mis fin à l'accord céréalier de la mer Noire, dont beaucoup pensent qu'il aura un impact négatif sur certaines nations africaines. Alors que la Russie se retire de la très importante initiative sur les céréales de la mer Noire, les dirigeants africains ne craignent-ils pas que cette action de la Russie ait un impact sur la sécurité alimentaire dans leur propre pays? Si c'est le cas, si ces dirigeants ressentent l'impact de la guerre, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire, ils pourraient en effet se sentir obligés d'aller voir les Russes et de les exhorter, premièrement à remettre en place l'accord céréalier et deuxièmement, de mettre fin à la guerre dès que possible. La présence de l'OTAN en Afrique est assez subtile. Outre la coopération pragmatique entre l'Union africaine et l'Alliance, l'héritage de l'OTAN sur le continent semble être celui d'une alliance destructrice. Nombreux sont ceux qui n'oublient pas le rôle clé de l'OTAN lors de la révolution libyenne de 2011. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed mercredi, à la veille du sommet Russie-Afrique. Cette rencontre de 2 jours a été décrite par Vladimir Poutine comme un événement majeur qui contribuera à renforcer les liens avec l'Afrique. Un dialogue politique régulier est maintenu et les chefs des départements des affaires étrangères coopèrent étroitement. La Russie et l'Éthiopie partagent une position commune dans la résolution de nombreuses questions d'actualité à l'ordre du jour mondial. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue, chers amis. Et j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui, ainsi que la participation à des travaux communs lors du sommet Russie-Afrique, seront fructueuses et contribueront au développement de nos relations. Le Premier ministre éthiopien s'est lui montré enthousiaste quant aux discussions à venir, qualifiant la Russie de pays frère. Nous avons une très longue histoire, nous avons connu ensemble des hauts et des bas. Cette visite, à mon avis, renforcera nos relations. Nous allons discuter de questions bilatérales et multilatérales.
de technologie, de cybersécurité, d'échanges économiques et de commerce. Et j'espère également que nos échanges seront fructueux. La rencontre doit débuter jeudi à Saint-Pétersbourg. Il s'agit du 2e sommet Russie-Afrique depuis 2019.